Le numérique semble être le responsable d'une partie de la dégradation environnementale. Quel est son impact réel? Est-ce que c'est un bouc émissaire facile ou bien une bombe écologique à retardement? Et comment résoudre l'insondable paradoxe qui est d'une vie dans laquelle il y a de plus en plus de numérique illimité, dans nos vies donc, dans les entreprises, dans l'économie, tout en ayant la promesse de sauver ce qui est encore sauvable pour la planète? Pour une transition numérique responsable, CO2 ou PIB, faut-il choisir? Bonjour et bienvenue pour cette deuxième édition, ce deuxième épisode de Café Cloud 2030, une collection de podcasts qui explore bien le cloud, le numérique et leurs impacts sociétaux en donnant la parole aux acteurs qui nous aident à trouver des solutions aujourd'hui pour les problèmes de demain. Je suis Damien Douany, votre hôte pour ce podcast aujourd'hui et pour tenter d'y voir plus clair dans les brumes du numérique responsable, je reçois aujourd'hui deux invités. Tristan Labaume, bonjour. Bonjour. Alors Tristan Labaume, vous êtes président de l'Alliance Green IT, association à but non lucratif pour un numérique éco-responsable, et vous êtes aussi président de la société Green Vision, qui est spécialisée dans la consommation énergétique de l'informatique et dans l'urbanisation du data center. Je suis bon? Absolument, c'est parfait. Parfait. Et à côté de vous, notre Tristan. Ça va être simple aujourd'hui. Tristan Nito, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur du numérique, consultant, auteur, conférencier. Vous avez notamment été cofondateur de Mozilla Europe. Vous avez présidé pendant une décennie Mozilla. Vous avez été responsable Sustainability chez l'hébergeur Cloud Scaleway et vous avez lancé l'Octet Vert, qui est un podcast qui explore la relation entre le climat et le numérique. Absolument. Où est-ce qu'on se trouve ce podcast? Un peu partout, sur les différentes plateformes ou sur mon blog standblog.org. Voilà, comme ça je suis aussi auto-hébergé pour ne pas trop dépendre des plateformes. Parfait, merci beaucoup Tristan. Alors question préliminaire à notre débat. Vous avez dû noter que l'émission s'appelle Café Cloud 2030. Donc l'idée, comme je le disais, c'est d'explorer demain pour comprendre aujourd'hui. Donc je vous propose de faire un bond dans le temps. On va faire un bond dans le temps, on va quelques instants se positionner en 2030. Et si on parle justement d'environnement et de numérique en 2030, on va dire que, allez, si on prend deux pilules, la pilule bleue et la pilule rouge, la pilule bleue c'est là où tout s'est bien passé. D'après vous, ça suppose quoi? Qu'en 2030, tout se soit bien passé? Des changements radicaux Mhm. pour l'individu, pour la société, pour les éditeurs, pour les constructeurs, pour nos modes de fonctionnement, mais ça ne va pas se faire tout seul, en tout cas. Voilà, donc il va falloir s'investir fortement pour y arriver, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tendance, on se targue de tendance à plus 300% de croissance, donc on ne peut pas en même temps parler de plus 300% de croissance et se dire qu'il faut faire moins 15%. Donc on voit bien que le chemin à parcourir, il est important. Pas dit impossible, mais important. Alors moi je pense que si on veut prendre ce virage d'ici 2030, il va falloir changer, mais alors énormément de choses. Il va falloir un peu, j'ose dire le mot tout de suite là, déconstruire un certain nombre de nos croyances. Mhm. Et en fait, ça va pas être facile parce que ça fait tellement longtemps qu'on croit un certain nombre de choses que c'est un peu devenu comme une religion, quoi. Et quand on dit le contraire, parce qu'en fait, il faut que ça change, on donne l'impression de blasphémer, enfin je sais pas, de caricaturer le prophète ou de cracher à la figure de, de nos icônes, quoi. Donc, c'est pas facile. Donc pour une pilule bleue, pour que ça se passe bien, il y a des changements radicaux. Pilule rouge, ça se passe mal. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait justement? Qu'est-ce qu'on n'a pas changé? Oh bah, tout, c'est-à-dire la sobriété numérique, donc réduire drastiquement ses usages, c'est l'éco-conception, c'est réduire tout ce qui génère de la fabrication de matériel informatique, hein, c'est ça la clé. D'ailleurs, si on doit retenir un message, c'est ça, c'est l'impact de la phase de fabrication, Mhm. qui est le plus lourd dans tout l'impact environnemental. Donc réduire ça, c'est réduire tout ce qu'il y a derrière. Heu et puis ça va jusqu'aux phases de recyclage à la fin, des phases d'usage, d'avoir un usage raisonné, quoi. Est-ce qu'on a besoin de regarder des vidéos de chats en 3D dans le TGV?
Je sais pas si Dans la le réponse est métavers pas dans la Ou question. dans le Alors, métavers. si tu veux vraiment me fâcher tout de suite, c'est dans le métanoir, tu as dit. Oui, On va voir oui. ça ensemble. On va parler de tout ça ensemble. C'est l'objectif justement de ce Café Cloud. On va regarder ensemble une première chose, plutôt on va écouter ensemble une première chose. C'est l'extrait d'une interview de Inès Leonarduzzi, qui est présidente de Digital for the Planet. C'est une interview qu'elle a donnée récemment au podcast Génération Do It Yourself. On a donné des objets puissants à des citoyens, et parfois des très jeunes citoyens, sans mode d'emploi. Et c'était Bernard Stiegler qui disait cette chose fabuleuse, il disait que le numérique est un pharmacon. Pharmacon, c'est un mot grec ancien qui désigne à la fois remède et poison. Et c'est un mot qui a donné par la suite pharmacie. Pharmacie, et donc c'est marrant, on peut faire un parallèle entre le numérique et le médicament. Si tu prends un médicament quand tu es malade, pour combler si le numérique est employé pour combler une brèche, alors il devient intéressant. Mais si tu prends un médicament alors que tout va bien, c'est la meilleure façon de tomber malade et d'avoir des dysfonctionnements dans ton corps. C'était exactement ce qui se passait avec le numérique. Alors justement, est-ce que le numérique est un pharmacone? Alors, on peut le considérer comme ça. Effectivement, il y a des effets pervers du numérique, c'est-à-dire des usages qui n'ont probablement aucun sens par rapport à des vrais besoins réels, et puis des usages pratiques qui ont des vrais bénéfices opérationnels. On le voit bien tous au quotidien dans tous nos usages. Il y en a certains qui sont devenus extrêmement commodes, puis des applications, on peut parler des applications de covoiturage, des choses comme ça, qui ont aussi des bénéfices environnementaux grâce au numérique. Voilà, et puis d'autres usages dont on peut débattre de la pertinence, hein. Je parlais de Oui, la bah, vidéo de chat dans le TGV, voilà, je sais ouais, pas. exactement. Moi, j'aime bien. Il y a une citation que j'adore qui est de Steve Jobs qui disait le micro-ordinateur. Donc, il y a presque, ouais, il y a longtemps. 40 ans, quoi. Disait c'est comme une bicyclette pour l'esprit. C'est quelque chose qui aide à augmenter l'esprit humain, comme une bicyclette augmente le corps humain, lui permet d'aller plus vite et plus loin. Je trouve que c'est très vrai. Maintenant, si cette idée de départ qui, moi, m'avait inspiré à l'époque et a mené toute ma carrière en disant mais c'est trop génial le numérique. Et d'un autre côté, je vois les gens qui sont perdus dans leur smartphone, qui regardent du TikTok en conduisant, et je me dis mais enfin. On en est où à ce niveau d'addiction et d'inutile, enfin, où les gens se détournent des choses qui sont importantes, ne serait-ce que tenir un volant enfin, ils prennent des risques, font des accidents à cause de ça, parce qu'il faut absolument répondre à un texto, il faut. Waouh, c'est fou, quoi. On est devenu bien loin de la bicyclette pour l'esprit et je vois des jeunes qui sont, enfin, qui sont complètement tiktokisés, quoi. C'est-à-dire qu'ils apprennent des chansons, des chorégraphies, des trucs, mais seulement sur des segments de 30 secondes. On leur dit, ah, c'est bien cette chanson, mais la suite, ah, mais je peux pas, c'est TikTok, il y a que 30 secondes. Mais C'est fou, quoi. ça, c'est la question des usages, mais on peut, sans parler uniquement des utilisateurs finaux, on va dire, il y a aussi tout le rôle dans les entreprises aussi. Le fait que la numérisation des services dans les entreprises a apporté beaucoup de choses pour elles-mêmes en termes de performance, mais aussi en termes d'usage pour les utilisateurs finaux. Mais à la fois, ça veut dire qu'il faut imaginer enfin, des mécaniques qui soient principalement numériques, l'usage du cloud, par exemple. Et tout ça, ça a un coût. C'est un coût environnemental. Alors oui, mais effectivement, tu parles effectivement dans les entreprises, c'est un vrai sujet, mais quand on regarde les vrais besoins des salariés, des salariés, des utilisateurs que nous sommes tous, quand on voit Word qui prend 80 fois plus de mémoire, d'espace disque qu'il y a 15 ans, mais on fait pas 80 fois plus de choses, quoi. En fait, on veut un truc qui permettent d'écrire. Bon, ok, ça peut traduire en chinois en même temps et nous lire le truc. Ah, mais attends, super. il y a On a un correcteur vraiment- grammatical, qui est Voilà. un progrès. Tu peux mettre des emojis, tu peux mettre plus de police de caractère, mais Super, c'est je pas savais 80 fois mieux. vraiment. Voilà, c'est pas Non, 80 fois mieux. Voilà. mais c'est indéniable, c'est peut-être 2, 3 fois mieux, mais c'est pas 80 fois mieux. Alors pour fixer un peu les esprits, d'après le Shift Project, donc l'usage du numérique est de 55% de sa consommation énergétique en fait, et c'est 45% de la production des équipements, pour donner un peu, on va dire, la répartition sur, on va dire, la production de pollution, si on peut dire. Et selon le rapport de la mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique à l'horizon 2019 qui avait été mis en place par le Sénat, si rien n'est fait, le numérique serait à l'horizon de 2040 à l'origine de 24 millions de tonnes équivalent carbone, et soit environ 7% des émissions de la France contre 2%
aujourd'hui. Et en parallèle de ça, on voit par exemple qu'en France, on a 15 équipements numériques en moyenne dans les foyers versus 8 pour le monde. Donc on est quand même très 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 équipé en France. Euh, Est-ce que le problème ne vient pas du fait que, ben, peut-être qu'on adore le numérique en France, après tout pourquoi pas, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une posture qui est de déni ou d'ignorance par le fait notamment que la pollution numérique est invisible? Alors, il y a un truc qui est super important à retenir, et si tu permets, je vais mettre donner un petit peu de contexte hein, par rapport à tout ça. Il se trouve que on vit dans une société où on a appris un certain mode de fonctionnement, le capitalisme, la démocratie occidentale. Bon, on est tous habitués, ça se passe plus ou moins bien suivant les gens, mais globalement, on a tous l'impression Le qu'on veut système continuer dominant. comme ça. Voilà, c'est le système dans lequel on est et tout va bien. Seulement, il y a quelque chose qu'on réalise progressivement et à mon avis pas assez vite, c'est qu'en fait ce système il va dans le mur. Pourquoi? Parce que il est extractiviste, c'est-à-dire il consiste à prendre des minerais dans le sol, des ressources, des hydrocarbures, et puis de fabriquer des choses, les vendre, les consommer, les utiliser et les jeter à la poubelle. C'est une économie linéaire, on a toujours fait comme ça, ok. Et avec ça, donc on extrait des hydrocarbures, on les brûle parce que, en fait, c'est génial hein, quand même, brûler des hydrocarbures, c'est ce qui a permis la révolution industrielle, c'est ce qui fait que avant 1850, tout le monde était au champ ou presque pour ramasser à la main ou éventuellement avec un bœuf ou un âne, tu vois, transporter des rutabagas. Et maintenant, on a des iPhones et on roule en Tesla. Ok, le progrès, il est indéniable. Le problème, c'est que ce progrès, il s'est fait en brûlant tous les hydrocarbures, toutes les énergies fossiles qu'on a pu trouver pour Mhm. faire tourner des machines, qui font tourner des usines, qui nous offrent les biens qu'on utilise aujourd'hui. Et ce qu'on a réalisé assez tardivement dans cette histoire, c'est que ces hydrocarbures, elles génèrent donc du CO2, lequel va dans l'atmosphère et lequel provoque un réchauffement de la planète. Mhm. Et que donc, il faut réduire massivement ces émissions de gaz à effet de serre. Sinon, eh ben, en fait, l'humanité court à sa Oui, catastrophe. ça c'est donc le principe de la prise de conscience, on va dire, du réchauffement Oui, climatique. oui, mais il est Ah, essentiel. Mais Oui. qu'est-ce que ça implique dans nos vies concrètement? C'est-à-dire que pour atteindre l'accord de Paris, c'est-à-dire rester en dessous de 2 degrés de réchauffement de la planète, et 2 degrés, si j'ose dire, c'est chaud, Mhm. parce que 2 degrés en moyenne à l'échelle du globe, ça implique des tas de problèmes de sécheresse, enfin, tout ce qu'on a vu hein, l'été dernier, tout ça. Hein. Hier, à Paris, il faisait 5,8 degrés de plus que la normale. Quoi. C'était incroyable. Enfin, le climat change et ça va poser des gros problèmes, des migrations, des guerres, des problèmes alimentaires, etc. Mhm. Et donc, il faut viser l'accord de Paris qui consiste à rester le plus près possible de 1,5 degré de réchauffement. En tout cas, le plus possible en dessous de 2 degrés. Mais pour faire ça, il faut réduire chaque année nos émissions de gaz à effet de serre de 5%. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un effet Covid, hein, qui a fait ça, 5% de réduction des gaz à effet de serre, tous les ans jusqu'en 2050. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la croissance, il faut faire de la décroissance tous les ans, 5%, un Covid tous les ans de 2023 à Alors, 2050. de la décroissance alors, ou peut-être une En tout manière cas, une réduction différente, des émissions voilà, de ou gaz à peut-être effet une de manière serre. différente on va dire de revoir peut-être des choses qui produisent pour peut-être baisser le niveau Oui, de alors, oui, oui. production d'effet de Et serre. pour répondre à ta question tout à l'heure sur l'invisibilité du sujet, parce que c'est vrai que on a cette perception d'invisibilité. Mais justement, voilà, On parle du cloud, on dit bah, c'est dans le nuage, donc du coup ça quand même. Mais pour aller dans le sens justement de Tristan, c'est ça, c'est qu'en fait, on doit réduire, mais prenons l'exemple de la machine charbon, par exemple, on voit, on va dire, on arrive à voir que quelque part ça rejette quelque chose. Mais- Est-ce que le numérique n'a pas cette... Voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Justement, c'est pour ça que pour le rendre vite, pour donner un chiffre, c'est qu'au final, enfin, le plus gros, d'ailleurs, le plus important qu'a Tristan Ito, c'est la phase de fabrication et les extractions. Pour une puce, on extrait 14 000 fois son poids en minéraux. 14 000 fois son poids, juste pour une puce de quelques grammes, voilà, qui va finir
à la poubelle, enfin en D3E, Dans 5 ans. j'espère à la fin. Voilà, Ouais. dans 5 ans. Mm. D'accord. Donc ça, c'est juste une bulle. Donc déjà, et 80% des impacts du numérique, c'est la phase de fabrication. Donc si on s'oriente pour dire tout est coordonné pour réduire la phase de fabrication, ce qui de facto a des impacts sur la durée de vie du matériel, sur le logiciel, sur plein de choses, on en parlera tout à l'heure, mais globalement, c'est ça le sujet. Et après, si on parle de la visibilité, pour être plus concrète, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est puisqu'à la fin, on a des obligations par rapport aux D3E, donc les déchets électroniques, c'est en fait, il faudrait qu'on fasse un gros tas quelque part. Si on faisait un gros tas de ces D3E quelque part, vous savez ce que ça ferait? Mhm. Ça ferait 170 000 tonnes de déchets par an. Ça ferait 17 fois la Tour Eiffel. C'est-à-dire tous les ans, on ferait 17 fois la Tour Eiffel de déchets. Ben, si on faisait ça, peut-être que les déchets électroniques, et là je parle juste de la France, je parle juste de la France et des déchets qui partent dans des circuits agréés. Je ne parle pas de ceux qui partent dans des circuits détournés au Ghana et qui finissent dans des Là, on parle de détournés. matériel, donc ça permet effectivement d'être physique, si on peut dire. Mais pour reprendre l'exemple des vidéos qu'on regarde, de chats ou de TikTok, ou de ce qu'on veut, il y a aussi une pollution invisible qui est liée à ça, au sens où derrière, il y a des data centers qui fonctionnent, qui tournent, il y a des réseaux qui transportent les informations. Tout ça, ça produit aussi quelque part une pollution invisible. Et ça, par contre, on peut pas les amonceler pour en faire des tours Eiffel. Alors, on peut pas les enfin, aujourd'hui, on est plus dans une dynamique de construire de plus en plus de data centers, justement parce qu'on a besoin de plus en plus de services numériques. Mhm. Pour information, on publie d'ailleurs aujourd'hui un livre blanc sur justement le data center et ses impacts environnementaux et surtout comment les améliorer. Voilà. Mhm. Mais il faut bien avoir en tête que le data center, il est là pour apporter un service qui est finalement demandé par des consommateurs, des utilisateurs, des citoyens, des salariés. Donc la question, c'est quels sont les services qu'on met dedans. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de construire un data center pour le métaverse ou un data center pour gérer les paiements des impôts, les achats à Noël, j'en sais rien, enfin des applications, la messagerie, voilà. Après, tout dépend d'où on positionne Donc c'est le la curseur par question rapport aux besoins. des usages et de la responsabilité des usages. On Mais dit clairement, parce qu'après, on va mettre ça dans un data center qui est effectivement pas dans les nuages et qui va être de l'immobilier, qui va être du matériel informatique dans des quantités incroyables, du logiciel, de la consommation d'énergie et derrière de la fin de vie. pour autant, pour parler justement de ces notions de data center, quand moi je regarde une vidéo, je la regarde dans le métro par exemple, je ne l'ai pas téléchargée, je la prends en stream immédiatement parce que voilà, j'ai pas pensé à le faire auparavant. On n'arrive pas à se rendre compte de cette pollution. Mais est-ce qu'il y a une vraie pollution vis-à-vis de ces notions de data center? Et par rapport à ce que vous disiez, Tristan, c'est l'aspect, si finalement on avait des usages rénaux zonés, bah, finalement les data centers, bah, ça consommerait de l'électricité, mais pas plus que ça. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que quand même il y a une question derrière qui est de se dire, plus on est aujourd'hui, les usages font qu'on en a de plus en plus besoin parce que notamment aussi les entreprises externalisent aussi de plus en plus de services. Et est-ce qu'à un moment, ça pose pas de problème? Alors, c'est clair qu'il y a une invisibilité, mais elle est au-delà du numérique, elle est antérieure au numérique. Mhm. C'est-à-dire quand je rentre chez moi et j'appuie sur le bouton pour allumer la lumière chez moi, ça fonctionne, je n'y pense mais même plus. Enfin, vous rentrez chez vous, vous appuyez sur le bouton, ça s'allume, c'est normal et ça a toujours été comme ça. Enfin, en tout cas depuis que je suis vivant, moi j'ai toujours vécu Ensuite, dans on une pas le coup maison de où la il y a de chandelle, hein, donc, l'électricité, voilà. Et ça marche presque tout le temps. Hein, et quand ça marche pas, là on est catastrophé, mais sinon ça marche. Et je n'ai absolument aucune idée de combien de watts je suis en train de consommer. Mhm. Je mets en place, je mets de l'eau à chauffer pour me faire un thé, j'appuie sur le bouton de la bouilloire, combien ça fait de watts? Bon, bah, en gros, une ampoule à LED, et j'en ai peut-être 3 à cet endroit-là, ça va faire 3 x 7, 21 watts. Par contre, ma bouilloire, je sais pas, elle doit être dans les 800 watts, quelque chose comme ça. Mais j'en sais rien, il y a pas un bouton, sur mon bouton, il n'y a pas marqué 7 watts et sur ma bouilloire 800 watts. J'en ai juste zéro idée. On est complètement aveugle quant à la quantité d'énergie qu'on utilise. Donc en fait, quand on va aussi utiliser le numérique, on continue de rester aveugle. Je lance une vidéo, je fais une conversation pour m'amuser avec ChatGPT. Je n'ai aucune idée de la consommation électrique induite par ça, d'autant que ChatGPT, c'est gratuit, donc en plus, je ne vois même pas la facture électrique arriver, et c'est gratuit parce qu'en fait, il essaye de me rendre accro en vue que je consomme les services par la suite. Mais on a commencé à faire les calculs pour ChatGPT, c'est juste monstrueux. L'entraînement de ChatGPT, ça se compte en centaines de millions d'euros d'énergie.
centaines de milliers d'euros pardon, d'énergie qui sont consommés quand on va entraîner le modèle. Parce qu'on fait tourner des dizaines de milliers de machines pour en analyser des volumes de données avec des bons gros morceaux de l'Internet quand même pour l'entraîner. Il aspire tout ça, il analyse, il fait ses modèles, etc. Et ben, ça fait tourner des machines pendant des semaines et ça coûte vraiment une blinde en énergie. Et ça use les machines. Il a fallu acheter les machines, il a fallu fabriquer ces machines, on les fait tourner dans un data center. Ça coûte extrêmement cher. Ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est tous les équipes. En fait, parce que tu as raison sur la phase d'usage et la consommation, mais c'est d'extrapoler cette consommation énergétique avec tous les éléments de la chaîne qui sont concernés à partir du moment où on regarde une vidéo sur son Et ça, téléphone. on n'en a pas conscience. Et non, parce qu'en fait, sauf que si on réfléchit 2 secondes, on dit mais effectivement, juste pour que la vidéo elle vienne, il faut qu'il y ait sur le téléphone, alors du Wi-Fi ou des antennes relais qui elles-mêmes vont aller sur des points, des différents points opérateurs, mais qui vont tout ça mailler sur toute la France, parce pour qu'on puisse le voir en déplacement, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait partout, avec de surcroît des technologies qui changent, 2G, 3G, 4G, 5G, etc., et puis qui arrivent dans des data centers, qui relaient eux-mêmes dans des data centers, et pour une pauvre petite vidéo de chat, on va aller interroger plusieurs data centers, parce qu'on va chercher des informations différentes, des informations techniques, des informations opérationnelles, et on va peut-être faire 2 fois le tour de la Terre pour aller chercher des données, parce que c'est quelques dizaines de millisecondes pour aller chercher les données à l'endroit où elles se trouvent, avec des données qui sont redondées, multipliées pour être accessibles de partout. Et donc, le moindre petit sujet a des impacts colossaux sur toute une gamme de matériel. Alors, on peut se dire que proportionnellement, on va dire, bah oui, mais c'est un film, c'est comme un mail. C'est quoi? C'est un film, un mail. Mais c'est un élément de la chaîne. Et on est tous contributeurs de cet élément de la Mais chaîne. peut-être aussi parce que le modèle avait été conçu à une époque où il n'y avait pas ces problèmes-là qui se posaient. Ah mais les problèmes ils sont toujours posés mais on les savait pas, on Voilà. voulait pas les voir. Alors, il y a peut-être une question de déni, mais il y a un autre élément. Je reprends l'exemple de ChatGPT, justement, sans vouloir focaliser uniquement sur lui, mais comme on en parle actuellement beaucoup, c'est effectivement quelque chose qui consomme énormément de données, de data, et donc ça consomme une énergie considérable. C'est peut-être même quasiment une bombe environnementale si tout le monde se met à utiliser les API de ChatGPT. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est la notion d'illimité dans les forfaits téléphoniques, Internet. Bah, ça C'est incite pas à la sobriété, ça. sans nom, ça c'est Oui. le concept de l'illimité, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est même pire que du fait que ça n'existe pas. C'est-à-dire que même ceux qui en parlent ne le pensent pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, il y a 2 types. Je vois 2 types de pièges dans l'illimité. Il y a le faux illimité, c'est-à-dire on dit au limité, illimité, puis en fait dans les petites lignes du contrat, il y a écrit sous réserve d'initiation, bonne père de famille et 3 pages de réserve qui font que c'est pas illimité, ou des garanties de matériel illimitées ou à vie. Et puis en fait c'est à vie, sauf les composants qui tombent en panne, bizarrement, voilà. Et puis il y a le piège du faux illimité, où en sens on vous dit c'est illimité pour qu'on vienne, on prend un abonnement, on devient addict, et derrière ça devient payant. Et c'est ce qui se passe sur l'extrême majorité des services cloud. Vous le voyez encore aujourd'hui, vous le verrez demain, qui commencent par un modèle gratuit pour nous piéger dans un environnement logiciel et qui font que demain on dit ok, maintenant il faut payer, et comme on est verrouillé dedans, on reste et on paye. Et c'était limité à on va dire, cet argument marketing. Est-ce que quelque part, il n'était pas valable, si je puis dire, en période de croissance, on va dire, ou de volonté de gagner des parts de marché? Aujourd'hui, on est à maturité. Quand je donne tout à l'heure le nombre d'appareils que l'on a, par exemple, dans un foyer français, quand on voit les équipements au global, on est aujourd'hui sur un marché qui est à maturité. Donc, c'est peut-être la question de la croissance. Comment continuer dans cette croissance? Mais est-ce que finalement, cet argument est un argument aujourd'hui qui est contre-productif? C'est ça que j'entends. En fait, je pense qu'on a quand même un peu évolué aussi. Et ce qui a perturbé le système, on en parlait tout à l'heure, c'est le load Moore. C'est-à-dire qu'on a été habitué, dans l'informatique particulièrement, et je ne pense pas qu'il y ait d'autres secteurs dans lesquels ça a évolué, où depuis 30 ans, en fait, les performances doublent tous les 18 mois. Ouais, ça fait même 50 ans, parce que c'était 71. C'est une loi empirique, mais qui fonctionne. Oui, exactement. Le Intel 4004, il est sorti en novembre 1971. C'était le premier microprocesseur commercial. Il y en avait avant, mais c'était des microprocesseurs qui étaient réservés pour la défense, etc. On mettait ça dans des jets, des avions militaires, on n'en parlait pas. Là, sur un catalogue est apparu un microprocesseur 4 bits, c'est-à-dire minable. Il fallait s'y reprendre à 2 fois pour traiter un caractère. Il tournait à 0,5 MHz. Aujourd'hui, on compte à plusieurs gigahertz pour faire tourner des processeurs. Et ça a été le tout début. Et effectivement, tous les 2 ans, on s'est rendu compte que la densité de transistors doublait et que donc la puissance des mémoires et des processeurs, en gros, doublait. Et
c'était en 71 et aujourd'hui, on est en 2023. C'est-à-dire que ça fait 52 ans que c'est comme ça. C'est-à-dire que tous les informaticiens, aujourd'hui, ils ont vécu dans un contexte où les machines étaient rendues obsolètes très rapidement parce que de toute façon, dans 2 ans, la nouvelle machine, elle sera 2 fois plus puissante que celle que j'ai. Et donc, ça veut dire qu'au niveau de l'industrie du logiciel, je peux écrire mon logiciel comme un cochon parce que même s'il n'est pas optimisé, dans 2 ans, il va tourner hyper vite et dans 4 ans, en fait, il va falloir que je réécrive une nouvelle version de logiciel avec des nouvelles fonctionnalités qui vont le ralentir Mmh. pour pouvoir utiliser. Enfin, ça n'a pas d'impact sur la qualité perçue de mon logiciel. Et donc, bah, à doubler, 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 doubler tous les 2 ans, et ce depuis 1971, donc 52 ans, et ben en fait, on est une industrie qui a toujours vécu dans la gabegie, dans le gaspillage total. Alors, justement, si on prend l'exemple des entreprises qui, depuis, on va dire 10 ans, font leur transformation numérique, c'est le terme consacré, qui très souvent voilà, externalisent des choses, mais on les met dans du cloud, revoient leurs mécanismes, numérisent beaucoup de process, et très souvent avec de l'intérêt, je veux dire, pour gagner en efficacité, pour proposer des services plus innovants et peut-être plus pratiques pour les utilisateurs finaux, par exemple. Est-ce que quelque part, alors que c'est pas vieux, une dizaine d'années, hein, quand on entend ça et on se dit on est vécu dans une gabegie, comment dirais-je, est-ce qu'il n'y a pas eu, enfin pourquoi plutôt il n'y a pas eu dès le début une prise en compte de levier de durabilité dans la conception même de cette numérisation par rapport justement à du recul qu'on pouvait avoir sur d'autres secteurs. Par exemple, on parlait tout à l'heure de tout ce qui était énergie fossile, ou typiquement du fait de se dire, l'énergie, enfin plutôt le secteur de l'informatique, on va dire, chaque année s'accentue ou grandit grâce à cette loi de Moore, mais peut-être qu'à un moment, on s'arrêtera, et donc il va peut-être falloir Mais qu'on pense les choses de manière durable dès le début. C'est pas si vieux que ça, et pourtant on a l'impression que ça n'a pas été pris en compte. mais 10 ans, enfin, nous, l'Alliance Genneti, on était fondé il y a 11 ans. Moi, je me rappelle quand on allait voir des entreprises il y a 11 ans et quand on parlait de Green IT, on nous regardait avec des yeux comme ça, genre, c'est qui cet écolo du Larzac et on disait, c'est sympa ton truc, mais ça m'apporte quoi pour mon business? Enfin, ils me le disaient pas forcément directement Oui, comme mais ça, enfin, mais on c'est ce en qu'ils avait pensaient, rien ouais. à faire, quoi. On n'en avait Ouais. rien à faire. C'était juste sympa parce que c'est disruptif. Voilà, c'était juste sympa pour ça. Et dans l'informatique, on aime bien avoir des nouveaux trucs qui sortent tout le temps. Et pourquoi? Personne s'en est préoccupé vraiment, mais parce qu'on a changé de modèle commercial aussi. Parce qu'on est passé dans des modèles cloud, dans des modèles SaaS de facturation à l'usage, dans lequel, pour un même service, le prix il a fait x2, x5, x10. Et je ne parle pas des évolutions récentes liées aux pénuries de matériaux, etc. Mais les gens se sont dit, mais on peut gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent en vendant du récurrent, en faisant du faux illimité, tout ça. Donc c'est un sujet commercial. Dernière question sur cette question de paradoxe qu'on voit aujourd'hui, on l'entend finalement. Il y a des vrais usages, peut-être des fois qui sont un peu trop, on va dire, superficiels ou non intéressants, mais globalement, il y a aujourd'hui une servicisation aussi. Il y a une numérisation, on va dire à outrance ou pas, mais notamment une numérisation de nos vies. Euh, on le disait aussi, un confort autour de tous ces éléments-là qui peut amener à de la gabegie. Je reprends le terme de Tristan Nito. Euh, Aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, en Asie, on a la chance de pouvoir avoir ça, mais on a aussi des pays en voie de développement qui sont en train de eux-mêmes de se numériser, parce qu'après tout, pourquoi pas, au sens où ils ont envie eux aussi, et c'est logique et normal de vouloir eux-mêmes aller sur ce chemin-là. Euh, mais est-ce que eux, on va leur dire, ah ben non, là, il va falloir être sobre, hein, parce que vous comprenez, c'est important la sobriété numérique maintenant. Comment on peut résoudre cette question aussi de cette fracture qu'il peut y avoir entre finalement des gens qui numériquement sont très à l'aise et ne prennent pas peut-être le sens et la conscience de l'importance que ça a en termes d'impact sociétal et environnemental, versus des gens qui voudraient bien avoir la 5G ou autre, par exemple, et on leur dit peut-être falloir être plus sobre, hein. Alors là, c'est très simple, hein. Déjà, il faut mettre en contexte le fait qu'on n'a pas tous le même impact sur le climat, sur la planète. Un Américain, il émet en moyenne 16 tonnes de CO2 par an. Un Français, c'est l'ordre de 10 tonnes. La plupart des pays africains sont en dessous d'une tonne ou en dessous de 2 tonnes. Et les objectifs de Paris, c'est 2 tonnes. 2 tonnes. Voilà. 2 tonnes. Donc nous, les Français, on doit diviser par 5 d'ici 2050, donc après-demain, hein. Il faut diviser par 5 notre impact.
Donc il faut y aller vite, vite, vite. Les Américains doivent faire encore plus fort. À Dubaï, hein, m'en parlez pas, c'est les pires. Euh, mais en fait, si vous voulez, tous les pays d'Afrique, ils ont encore de la marge de progression et il est hors de question de leur dire: ah les gars, vous êtes à 0,8 tonnes, il va falloir baisser. Ben non, vous avez le droit de monter jusqu'à 2 tonnes, vous avez le droit de continuer votre développement et c'est tant mieux. Mais les pays qui en ont vachement profité, eh ben, il faut réduire et s'aligner sur 2 tonnes. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour s'aligner sur 2 tonnes alors qu'on est à 10? Bah, il va falloir changer plein de choses. Le numérique peut aider à ça. Mais le numérique n'a pas autant, à mon avis, une carte blanche du genre bah, laissez-moi faire, je vais vous aider et je vais continuer comme avant. Le fameux solutionnisme technologique. Voilà, il y a un moment, il faut que le numérique s'interroge aussi. Mais la vérité, c'est quand on regarde en fait les grandes masses de comment un Français il aimait, eh ben, les premiers postes, ça va être essentiellement les transports et en tout premier la voiture, un petit peu l'avion parce que peu de gens prennent l'avion. Après, ça va être le logement. Il faut le fabriquer, il faut le chauffer, etc. Il faut l'équiper et puis il faut se nourrir. En fait, avec ça, on a l'essentiel. Et dans l'équipement du logement, il y a une partie du numérique, mais le numérique, c'est quelques centaines de kilos par an de CO2 qui sont émis pour s'équiper en numérique. Quelques centaines. C'est rien à côté de la voiture. La voiture, en moyenne, elle est en gros de l'ordre de 2 tonnes. Donc en fait, si parmi les 10 tonnes qu'on fait aujourd'hui de CO2, il faut descendre à 2 tonnes, il faut diviser par 5, c'est monstrueux. Mais la voiture en elle-même, elle fait déjà 2 tonnes. Donc en fait, là où on a du gras, finalement, c'est dans la voiture. Et surtout, finalement, dans l'avion, parce que l'avion est rarement totalement indispensable. On peut plus se passer d'avion, on ne peut pas se passer de se nourrir, par exemple. Justement, tout ça, c'est une question de prise de conscience, finalement, de tous ces éléments. J'ai un petit dessin à vous montrer, que je vais vous montrer voilà, sur cette tablette. Alors, on y voit un ours blanc sur la banquise qui dit que sculpter la banquise, justement, qu'ils font sous forme de Notre-Dame de Paris, ça pourrait peut-être aider à prendre conscience de l'urgence climatique et à faire affluer les dons. Pour mémoire, l'incident de Notre-Dame de Paris, donc l'incendie, a permis de récolter 840 millions d'euros de dons venant du monde entier. Ça vous inspire quoi? La prise de conscience, en fait, je pense qu'autant, enfin, on parlait tout à l'heure, mais il y a 11 ans, on nous regardait comme des uluberlus. Maintenant, tout le monde a un peu compris. Voilà. Mais la question, c'est pas la prise de conscience, c'est les actes derrière. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, et je ne sais plus de qui, c'est tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. Particulièrement vrai en ce moment, hein. Bien que ce soit pour d'autres raisons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est un peu dans le yaka faucon, les politiques ont qu'à décider, mon voisin a qu'à faire moins, mon entreprise a qu'à faire des efforts, on n'a qu'à plus taxer. Okay. Qu'est-ce que fait chacun de nous? Chacun. Et quand tu parles, je suis tout à fait d'accord sur les impacts comparés, la voiture, tout ça, mais après, il ne faut pas non plus laisser penser que du coup, le numérique, il est faible. Donc, du coup, comme il est faible proportionnellement, après tout, on s'en fout. Je sais que c'est pas ton... Mais non, bien sûr. Le numérique a... alors là, je reprendrai peut-être le principe du pharmacone dans ce sens que le numérique peut aider à décarboner. Mais le numérique aussi contribue au problème. Il faut juste s'assurer que les aspects positifs du numérique soient plus importants que les aspects négatifs du numérique. Justement, pour créer cette mécanique, au-delà de la prise de conscience, justement, comment descendre les poubelles, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une question déjà de repenser nos usages numériques? On disait tout à l'heure qu'on avait été très confort finalement pendant des années. Aussi bien, je parle de l'utilisateur final à qui on a mis du haut débit dans son smartphone et il faut reconnaître, c'est confortable. Dans les entreprises aussi, où on a des entreprises avec des machines qui sont aujourd'hui performantes, avec des services qui fonctionnent bien et ainsi de suite. Mais tout ça pourrait peut-être être utilisé différemment. L'exemple typique, c'est de dire plutôt que de regarder une vidéo en streaming, et ben, la télécharger en amont, ben, sur du Wi-Fi, ben, ça a un impact qui peut être différent. Dans les entreprises aussi, peut-être... Ou la regarder en plus basse résolution. Ou la regarder en plus basse résolution, des fois je la regarde en 4K sur un écran. Ou l'écouter juste en audio.
ou l'écouter en audio. Enfin, peut-être des fois des séries télé, c'est un peu Non, compliqué. non, mais un Mais podcast, c'est bien un typiquement, podcast. oui. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce podcast justement est en vidéo, mais vous pouvez aussi l'écouter en audio parce qu'il est conçu comme ça aussi, justement. Si vous avez envie d'avoir un Absolument. impact numérique, vous pouvez aussi en écouter uniquement en audio. Mais dans les entreprises aussi, on parlait des data centers aujourd'hui, peut-être qu'il y a aussi une manière différente d'aborder les choses. Bref, responsabiliser tant le citoyen que le salarié, que d'autres personnes de la chaîne. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une question de remise en cause de notre rapport aux usages numériques? Honnêtement, moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on ait cette remise en cause-là, qu'on a tous envie, mais c'est extrêmement difficile parce que c'est extrêmement confortable, parce que on découvre tous les jours des mondes nouveaux là-dessus, donc c'est extrêmement difficile. Moi, je pense que ça va pas venir tout seul, la génération d'après, je pense aux jeunes qui sont pourtant très motivés et très sensibles aux impacts environnementaux, parce que faut voir la planète qu'on leur laisse quand même, c'est quand même assez moche. Mais pour autant, c'est eux qui passent 5 heures, 6 heures, 8 heures par jour sur leur smartphone et qui ont des consommations numériques très élevées Mhm. aussi. Alors, c'est pas pour leur jeter la pierre, parce qu'on est de très loin les plus impactants. Moi, je pense que ça va pas venir tout seul, qu'il y a une partie qui sont motivés, mais que ça va venir par deux raisons, par la raréfaction des matières premières. Je disais tout à l'heure sur l'impact, voilà, on extrait des quantités de matériaux gigantesques pour fabriquer tout ça, donc et on en veut de plus en plus, et donc il y a un moment où on va plus trouver assez de tout ça, et ça sera de plus en plus cher et de plus en plus compliqué de le trouver. Donc ça va se régler comme ça. Et ça va avoir derrière une autre façon qui fait vraiment bouger les choses, c'est que comme ça sera plus rare, ça sera plus cher. Et quand ça sera plus cher, eh ben, on fera un peu plus attention. Et pour prendre un exemple bizarrement enfin pas bizarrement, mais de l'effet Covid, et moi je me disais pendant le Covid, je me disais, bah, tiens, c'est sous l'angle de l'informatique, on a vu que beaucoup de produits, enfin c'est la phase de fabrication, tout a été gelé, et dans l'industrie, il y a plein de produits qui sont maintenant dans des délais, voilà, moi j'ai plein de produits qu'on achète, on sait qu'il faut 8 mois, 10 mois, 12 mois, parce que divers problèmes de logistique, etc. Et à un moment, je me suis dit, bah, tiens, ça, c'est un effet positif du Covid, parce que le fait de ne plus avoir instantanément la capacité à acheter un équipement avec cette facilité qui coûte pas cher, si on met 10 mois pour l'avoir, on va être obligé de bien réfléchir avant, il va coûter in fine plus cher, et du coup, peut-être que ça va réduire. Bon, Mais en fait, finalement, tu mets le doigt sur le problème du cloud, c'est qu'il y a ce côté instantané, c'est du genre, tu as juste un c'est vrai. bouton à cliquer, et ça y est, tu as 50 serveurs de plus pour faire des traitements, et, ouais, et hop, YOLO, quoi. C'est vrai. Donc, ce que j'entends, c'est de mettre de la viscosité à différents endroits peut aider à, non pas à ralentir l'usage, mais tout au moins à obliger à y réfléchir mieux, c'est ça? Oui, clairement, parce qu'en fait, on a été mal habitué, objectivement. Enfin, demain, je veux commander 50 serveurs et je les commande cet après-midi, je les aurai demain matin. Est-ce qu'on a besoin de ça? Enfin, Mais justement, et encore, dans le cloud, c'est 2 millisecondes après que je les ai. Donc, mais justement, et à la fois, on peut comprendre que des entreprises veuillent et disent, moi, j'ai besoin de ces 50 serveurs parce que j'ai dimensionné, et donc je vais pas attendre une semaine comme on Ça. me les livre, quoi. oui, mais en fait, c'est une question d'organisation aussi. C'est qu'on est, encore une fois, on est des enfants gâtés. Mhm. Enfin, on est habitué à ça, mais c'est pas parce c'est pas parce qu'on anticipe les choses et qu'on y pense quelques mois avant. De toute façon, l'inertie de l'entreprise va faire que, malgré tout, et je ne parle pas d'activité spécifique, mais que globalement, il y a des temps longs sur le projet. Voilà, donc c'est juste que comme on s'est habitué à voir tout instantanément, ben, il n'y a plus de raison de se poser la question. Mhm. Et donc, du coup, c'est devenu une exigence. L'instantanéité est devenue une exigence. Il y a- Et il y a- la disponibilité aussi, ça c'est un point important aussi, la Ouais. disponibilité, c'est cette hyper disponibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'envisage pas une seconde qu'un mail qu'on envoie n'arrive pas immédiatement. C'est insupportable. Donc on veut tout ça. Sauf que pour arriver à tout ça, ben, il faut que tous les équipements de la chaîne, tous les routeurs, les réseaux, les liens, les serveurs de messagerie, les serveurs DNS, toute la chaîne, donc des centaines de Fonctionne de la composants, même. sont doublés, triplés, quadruplés. Et c'est donc le prix de l'instantanéité et de l'hyperdisponibilité, ben, c'est une multiplicité du matériel derrière. Tristan dit. Ouais, ouais, et c'est tout à fait intéressant, cette instantanéité. Peut-être qu'il va falloir désapprendre cette instantanéité. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu un site web qui est celui d'un magazine, je crois que c'est DIY Magazine, qui
où les gens, ou Low-Tech Mag, oui, ça doit être Low-Tech Magazine, je sais plus, on retrouvera, où les gens ont dit, bah nous, on va faire autrement, au lieu d'avoir un site web avec plein d'images hébergées sur un gros serveur, chez un gros hébergeur. Eh bien, on va prendre un Raspberry Pi, on va faire donc une petite carte électronique à 30 balles qui contient qui a pas beaucoup de puissance, et on va faire des petites pages web avec des images très compressées et un numérique hyper sobre. Et on l'alimente avec une batterie de voiture et un panneau solaire. Et roule quoi. Donc c'est que du matos de récupération et on accepte que ça ne tourne pas 24 heures sur 24. En fait, même quand on voit la page, le fond d'écran, enfin le fond de page HTML, il est divisé en deux couleurs. Et en fait, ces deux couleurs, c'est une jauge, c'est la jauge de la batterie. C'est-à-dire que la partie un peu plus sombre en bas et un peu plus claire en haut, la partie un peu plus sombre indique le pourcentage de charge de la batterie. Et ils se disent, si le site est disponible 20 heures sur 24, finalement, c'est complètement acceptable. Et fondamentalement, en fait, oui. Est-ce que vous avez vraiment besoin que tous les sites, 100% des sites de la planète, soient toujours accessibles 24 heures sur 24 au monde entier? Franchement, c'est de la gabegie, ça. Alors, je pense que pour ça va peut-être moins parler aux gens parce que les gens vont dire, ouais, mais en fait, on veut que ça marche, quoi. Mais là où je te rejoins. Non, mais il faut peut-être s'habituer que. Je prends un exemple. Des serveurs qui gèrent la paye dans une entreprise. Tu veux que la paye, elle tombe quand même. Hein. Oui, mais elle tourne 2 jours par mois. Oui. Et tous ces serveurs, ils restent allumés le reste du temps. Et pourquoi ils restent allumés tout le temps, en fait? Moi, j'en ai vu plein des sites, etc. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, l'informatique est modérément fiable. Il faut être honnête, modérément fiable. Donc, on redémarre pas des trucs parce qu'on se dit, si ça redémarre, pour des raisons humaines ou logicielles, etc., ça peut ne pas redémarrer correctement. Donc c'est le principe de je laisse tourner la voiture au cas où elle calerait. C'est un peu ça. Exactement. C'est exactement ça. Et comme l'objectif principal dans un data center, c'est l'hyperdisponibilité, qu'on paye une fortune pour avoir un service hébergé, etc., c'est pour pas prendre le risque d'avoir un service dégradé au moment où on en aura besoin. Donc on préfère payer un peu plus, mais en disant, mais ok, j'achète mon hyperdisponibilité. Et ça, c'est hyper dommage parce que justement, les technologies cloud, elles apportent vraiment des progrès, en particulier la possibilité d'avoir plusieurs machines virtuelles sur une même machine physique, d'éteindre une machine virtuelle quand on n'en a pas besoin. Et si on en tenait, si elles étaient intelligemment utilisées, le mot intelligemment est important, eh bien, ça voudrait dire que les machines de paye, métaphoriquement, on pourrait les éteindre 28 jours par mois, les allumer 2 jours par mois, et le reste du temps, elles sont utilisées pour d'autres services. Et comme en plus tu es dans un cloud public, c'est-à-dire avec un data center où tu partages la charge avec d'autres clients, eh bien, des gens qui, eux, font pas de la paye, mais, je sais pas, font des systèmes de livraison qui ne sont utilisés que le jour et d'autres qui font des services qui sont utilisés que la nuit, tu arriverais en fait à utiliser, en mutualisant au maximum ces ressources, à utiliser un maximum de services en consommant moins de matériel. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est la théorie. Et je pense que le mot que tu as dit qui est important, c'est intelligent. C'est-à-dire que derrière, moi, je vois des entreprises, et des grandes entreprises, et je pense que dans toutes les entreprises que j'ai vues, je parle de grandes entreprises qui ont des gros sites d'hébergement, etc., ils ont tous des serveurs fantômes, c'est-à-dire des trucs. Et je parle même de serveurs physiques, où on se dit, ça, on ne l'éteint pas, on ne sait pas qui le gère, on ne sait pas à quoi ça sert, et dans le doute, on le laisse allumer. Donc, et là, ce que je vous dis, je vous parle de data center avec des serveurs physiques. Et je ne connais pas un seul grand groupe, d'ailleurs, qui soit capable d'avoir un inventaire précis, mais parfait, dont il puisse me dire, je mets un coup de tampon, ça, c'est 100% de mon infrastructure matérielle. Je n'en connais pas un. D'accord? Pas un. Alors, j'espère qu'on me démontrera que je me trompe un jour, mais je n'en connais pas un. Donc ça, ce que je vous dis, c'est dans des boîtes qui ont des data centers physiques, qui ont encore la chance de pouvoir se dire, je me balade dans les allées de mon data center et je vois qu'il y a un serveur allumé, qu'il y a une étiquette, qu'il n'a pas bougé depuis 10 ans. Mais dans le cloud, c'est encore pire. C'est encore pire parce que c'est un service logiciel quelque part qu'on n'a jamais vu. Voilà. Donc éventuellement, on va le voir dans la facture parce qu'il y a une petite ligne, page 17, avec une unité d'œuvre qui a été multipliée par 50. On me dit ça, c'est peut-être louche. Pourquoi il y a ça? Mais à part ça, c'est encore plus difficile à voir. Justement, ça m'apporte 2 questions. La première, c'est cette notion-là de
gestion de la sobriété numérique par les DSI. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte? Est-ce qui est connu? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez les voir, est-ce qu'ils ont toujours l'impression que Alors, vous venez du Larzac ou pas? presque. Presque. Je veux dire ce qui se passe clairement sur ça, et on le voit bien sur les solutions de pilotage énergétique qu'on propose. Il y a deux types de solutions. Il y a celle pour data center qui a un objectif opérationnel et qui, elles, sont nécessaires pour la disponibilité. Donc là, ils entendent. Il y a un besoin parce que s'il n'y a pas une bonne gestion de l'énergie, ça saute et ça s'arrête. Premier sujet. Et puis, il y a le sujet de la consommation énergétique, encore une fois, qui n'est pas la totalité de la problématique, mais sur le reste, et je pense par exemple au poste de travail, etc. Et là, les DSI me disent, on a des solutions qui permettent de réduire de 60%, chiffre démontré, validé chez un client, la consommation énergétique du parc informatique des postes de travail. 60%, c'est beaucoup, hein, instantanément, avec un pilotage logiciel intelligent, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout le gens pour moi disent, c'est top cette solution, enfin, 60% de réduction, tout de suite en appuyant sur le bouton, voilà, je dis en plus ROI très rapide, voilà. Mais en fait, ils s'en foutent en vrai. Ils s'en foutent en vrai. Pourquoi ils s'en foutent? Parce que le DSI, son objectif, ce sur quoi il est objectivé, c'est la disponibilité, c'est le fonctionnement. Et le coût de l'énergie, c'est pas chez lui. C'est les services généraux. Donc moi, j'ai les services généraux qui disent, ouais, c'est super votre solution. Donc les services généraux vont voir l'informatique, qui regardent, c'est bon. Donc ça veut dire que si on donc du coup, c'est pas le sujet. Donc ceux qui sont motivés, ceux qui font des choses, c'est quand ça vient de tout en haut. Quand la direction générale dit, oh les gars, c'est la même poche là, c'est la même poche énergétique, c'est le même enjeu, donc vous allez vous parler et vous allez faire en sorte que l'optimisation de la consommation énergétique, ça soit considéré au même titre qu'un outil de production, parce que là aujourd'hui, le DSI voit ça que comme un coût. Ou bien si on intègre des éléments de RSE dans la mesure de l'objectivité ou l'objectivation plutôt Oui, des mais résultats. là, on revient sur la problématique de l'obligation. C'est-à-dire, dès qu'on rentre dans une obligation, effectivement, ça fait bouger les On choses. va y venir justement. Juste un point, Tristan Nito, on parlait tout à l'heure du cloud et de l'utilisation intelligente du cloud. Est-ce que justement le fait de prendre en compte toutes ces notions aujourd'hui d'environnement, ça pourrait pas faire émerger des acteurs du cloud que je qualifierais de vertueux ou qui se présenteraient en disant, voilà, nous on a aujourd'hui une gestion de notre parc qui vous assure, vous, entreprise, le fait que vous avez une utilisation raisonnée de vos données? Alors, c'est pas simple. Déjà, certains acteurs du cloud ont une incitation à être vertueux, en ce sens que, il faut le savoir, la facture énergétique, elle est, pour les gens qui font de l'hébergement, c'est le coût numéro un. Donc, c'est des gens qui sont préoccupés par C'est déjà un élément l'optimisation de énergétique réflexion. de la chose. Mm. Le problème, c'est au cran au-dessus. Donc là, c'est pas, je parle plus d'hébergeurs cloud, mais des gens qui fournissent, qui utilisent les services du cloud. En fait, il y a des gens un peu sérieux, industriels, qui vont faire du SaaS, donc du software as a service, et qui vont vouloir économiser leur coût cloud, et ils le font ça à grande échelle. Et donc là, ils vont être sérieux, ils vont faire attention à leurs dépenses, et là, c'est bien, ils vont faire des économies. Mais quand même, l'intérêt du fournisseur de cloud, c'est quand même de vendre un maximum de services à ses clients, en espérant que les clients vont pas s'en servir. Et les clients eux-mêmes sont pas toujours très doués pour savoir se cloudifier, enfin vraiment avoir une vraie approche cloud qui est de éteindre les machines, réduire, enfin gérer au plus près la consommation des machines. Donc en fait, l'hébergeur cloud, il est un petit peu ambivalent. D'un côté, il veut réduire sa facture électrique, mais de l'autre côté, il veut quand même vendre le plus de services et le plus de serveurs à ses clients. Et globalement, ça marche pas très bien. D'autant qu'il y a un concept essentiel qui est le concept d'effet rebond, qu'il faut avoir en tête, hein. L'effet rebond, c'est que quand une ressource a tendance à devenir moins chère, eh bien, au lieu d'en consommer moins, on en consomme de plus en plus. Elle devient moins chère, chouette, elle consomme moins, c'est super, mais non, en fait, on multiplie les usages de cette ressource et finalement, au global, son augmentation, il y a une augmentation de l'utilisation de cette ressource. Et ça, c'est pas systématique, l'effet rebond, mais c'est hyper courant. Un exemple tout simple, on se dit le numérique c'est top, ça va réduire, ça va permettre le télétravail, les gens vont moins prendre leur voiture et c'est sympa. Dans les faits, les gens qui font du télétravail, ils achètent un deuxième écran,
une deuxième imprimante qui reste au bureau. Il va falloir gérer les mètres carrés en trop au bureau qu'ils n'utilisent plus trop, mais enfin, ils sont toujours là, les mètres carrés, ils n'ont pas disparu miraculeusement. Maintenant, il faut généralement donc, plus d'équipements. Et puis, en plus, les gens, ils habitent souvent encore plus loin, du genre, ah, bah, je peux habiter loin maintenant que je viens moi souvent au bureau. Et donc, ils habitent plus loin et ils font plus de bagnoles seulement une fois par semaine. Et au final, la facture carbone, elle peut largement être pire suivant les cas. Donc en fait, le numérique, là, il a tiré contre son camp, il a tiré un but contre son camp, il devait faire baisser la facture carbone, et en fait, il l'a augmenté. Et personne n'a mesuré ça, et pourtant, malheureusement, c'est hyper fréquent. Et c'est pareil au niveau du cloud. C'est bon, je vais confier mon infrastructure à quelqu'un qui va faire attention d'avoir un data center hyper économe en énergie. C'est super. Mais à côté de ça, il va m'en vendre plus parce que je peux avoir des machines pour faire ceci, cela. Machines que je pense pas forcément à éteindre. Et au final, je consomme plus qu'avant. Alors justement, dans cette dernière partie de cette émission, ça va très vite, hein, mais il y a des choses encore à dire, hein, c'est sur la question des actions. Comment faire en sorte que justement le numérique puisse nous aider à être plus vertueux. J'ai un schéma à vous montrer qui vient d'une étude très récente de l'ARCEP, justement qui nous montre, vous le voyez, les tendances qui peuvent survenir en fonction des efforts poursuivis ou non en termes de sobriété numérique et d'éco-conception. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il n'est pas simple. Non, mais en Cela fait, dit, le rapport est génial. Hein, donc, je vous encourage de lire ce rapport ADEME-ARCEP qui vient de sortir. en fait, je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que de temps en temps, on a tendance à se focaliser sur la phase d'usage avec la consommation d'énergie. C'est pour maîtriser son impact environnemental, c'est maîtriser toute la chaîne. D'accord. Donc ça va de la phase d'éco-conception d'un service. C'est-à-dire que faire en sorte que le service, l'image de ce que tu prenais comme exemple pour un site web, il soit raisonné, pas lourd en sens de points informatiques, en termes de voilà qu'on raisonne pas à usage illimité, à processeur limité, etc. Donc l'éco-conception du service numérique, faire en sorte qu'il soit le plus sobre possible. Après, il y a la phase de fabrication. La phase de fabrication, c'est en fait, on va faire en sorte d'avoir le moins besoin de fabriquer, puisque cette phase-là, c'est 80% des impacts. Encore une fois, 80% des impacts, c'est la phase de fabrication. Donc, s'il y a un truc qu'on doit retenir et réduire, c'est ça. Donc, moins de fabrication, c'est faire en sorte d'avoir moins de besoin de nouveaux équipements, donc faire durer. Et le corollaire de ça, c'est de faire durer les équipements qu'on a le plus longtemps possible. Donc, ça va être au niveau du matériel, mais au niveau du logiciel aussi. Les éditeurs, ils ont tendance à vouloir nous faire changer tous les 2 ans, et puis du coup... Une sorte d'obsolescence programmée, plus ou moins. Très clairement, pas plus ou moins, très clairement, ça se voit dans toutes les obsolescences techniques, administratives, logicielles imposées par les grands éditeurs, c'est clairement ça. Et puis après, il y a la fin de vie. La fin de vie, c'est s'assurer que répondre d'ailleurs aux obligations de traiter ça comme des D3E et pas faire en sorte qu'une partie non négligeable finisse dans des dépôts au Ghana et autres. Donc, si on intègre de la phase éco-conception, fabrication, usage et fin de vie, là, on peut avoir une vision globale et agir sur ça, chacun des éléments. Parce que certains ont tendance, de temps en temps, et ça devient du greenwashing, quand on se focalise juste sur un sujet, puis on dit, ah bah oui, mais sur ce sujet, je suis vert. Oui, mais d'accord, mais vous dites que pour être vert sur ça, il faut tout racheter. Donc, non. En fait, et quelquefois, mieux vaut garder un vieux machin, parce qu'effectivement, peut-être qu'on va en acheter un qui va être 2 fois plus efficient ou 3 fois plus efficient, mais c'est encore mieux de réussir à faire tourner ce vieux machin plus longtemps. Le fameux carbone neutre, c'est ça aussi, c'est un peu du greenwashing. On va pas. je vais répondre à ta question. En fait, si tu veux, là, sur ce schéma, on voit deux scénarios. Un scénario tendanciel, c'est-à-dire on continue comme avant, et là, qu'est-ce qu'on voit? Bim, plus 45% d'émissions de CO2. C'est juste inacceptable. Hein. Rappel, en France, il faut les diviser par 5. Hein. Donc, c'est pas en faisant plus 45% qu'on va faire moins 80. Hein. Il y a un moment, l'arithmétique est assez sévère. On peut pas négocier. Et le deuxième scénario, en bleu, c'est scénario de sobriété. Et ben voilà, on est obligé, si on veut tenir l'accord de Paris, il faut aller vers de la sobriété. Sinon, on va dans le mur. La civilisation va dans le mur. Ce que j'entends, c'est peut-être moins consommer ou peut-être garder des appareils plus longtemps. Consommer mieux, c'est-à-dire choisir ses... oui, mieux, faire des choix. Voilà. Il y a la question du recyclage, il y a la question peut-être de la seconde vie. Tout ça, c'est des solutions. Oui, très concrètes. Le réemploi, bien sûr. Quand j'entends que des
Ça revient à dire faire durer plus longtemps la seconde vie, en fait. Hein. Oui. C'est directement lié. Oui, ou réutiliser une machine qui peut servir dans les usages à quelqu'un. Donc, Voilà. il y a aussi la question Mais même quand on parle le recyclage, c'est aussi une façon de récupérer une partie des matériaux pour en Oui. faire autre chose. Oui, mais le Pour recyclage, une partie. concrètement, c'est beaucoup jeter, détruire. Enfin, il faut faire du réemploi, de la réutilisation. Et là, ça, c'est autre chose. C'est beaucoup mieux. Il y a aussi la question, j'imagine, de mieux peut-être comprendre ses usages. Je m'explique. On n'a pas forcément besoin d'avoir une machine dernier cri si on fait de l'Internet, du traitement de texte, par exemple. On peut avoir des machines qui sont peut-être plus modestes, mais qui fonctionnera très très bien. Parce qu'aujourd'hui, on a des processeurs qui fonctionnent très 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 bien. Il y a aussi ça, peut-être, c'est Oui, mais mieux évaluer, pas forcément être dans alors, oui, mais le est-ce dernier cri. Alors, c'est vrai, mais la question, c'est est-ce qu'on a le choix? En fait, et c'est ça le problème. C'est quand Microsoft nous annonce, pour pas le citer, Alors, nous ne le annonce, citons pas. ne le citons pas, Ne citons pas mais Microsoft. tant pis, Trop tard. nous annonce super nouveau système d'exploitation Windows 11 avec des exigences matérielles qui rendent incompatible une majeure partie du parc et qui, in fine, vont obliger, si on veut avoir ce système-là, vers lequel il nous oblige à remplacer peut-être 3 milliards d'ordinateurs sur la planète, Et c'est pas un est-ce chiffre qu'il n'y a pas, inventé est-ce comme qu'il y ça, a c'est pas un 3 problème milliards d'ordinateurs. gigantesque de base là-dessus? Là, c'est de l'obsolescence logicielle. On va dire oui, c'est pour plus de sécurité. Ben, sécuriser le système d'avant. Et puis les fonctions qu'il y a en plus dedans, certes, il y a peut-être des trucs très bien, mais il y a un moment, si on veut notre juste besoin, c'est pas de nous obliger à changer. Donc là, c'est une démarche aussi de lutter contre les éditeurs. C'est pas facile de lutter contre les Bah, GAFA. surtout quand c'est Microsoft qui fait la plateforme où tu as tous tes logiciels, c'est difficile de négocier Mais contre justement, lui alors que tu es un individu ou une boîte, quoi. ça pose un point en creux. C'est la question de l'obligation. C'est-à-dire, en gros, pour des éditeurs, de dire, par exemple, votre machine doit être maintenue pendant X années à minima. On pourrait imaginer ça, un système d'exploitation ou autre. On pourrait aussi imaginer, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, il y a par exemple la loi sur la réduction de l'empreinte environnementale et numérique, REN, qui elle donc introduit des obligations pour les communes et je vais y arriver, les communes et l'intercommunalité, voilà, de 50 000 habitants. À nouveau, je veux dire, là, c'est plutôt pour les communes, mais à nouveau, il y a cette notion d'obligation, quelque part. Est-ce qu'il faut passer par la l'obligation? régulation Probablement. est obligatoire. C'est Non, mais indispensable. probablement, mais là sauf que on oblige le consommateur final qui effectivement est la petite commune, elle va pas aller voir Microsoft. Hein, monsieur Microsoft, faut arrêter de changer ça. Donc, c'est là on oblige en fait quelque part en faisant ça, on oblige le résultat. Mais il y a un moment, il faut aussi se donner les moyens. Et quand derrière on a des GAFA qui nous imposent, et pareil, je pèse mes mots quand je dis nous imposent des modèles logiciels, des modèles économiques et des modèles opérationnels, bah de fait, on est quelque part obligé de suivre. C'est-à-dire, si on veut que ça marche, si on veut continuer à faire de la visio, il faut qu'on ait Teams. Si on veut Teams ou Zoom, ou voilà, ces gros trucs-là. Et du coup, tout ça, Microsoft fait en sorte de les associer, de donner une adhérence très forte avec tous ces systèmes logiciels, et de facto, de dire, vous voulez faire du Teams, faut que vous gardiez ça, ça et ça. Mais ce que j'entends aussi, c'est que finalement, il y a différents cercles de personnes engagées. Ça peut être des cercles d'implication qui touchent l'actionnaire, l'entreprise, les éditeurs, l'utilisateur final, le salarié, le citoyen. Comment, concrètement, on arrive à engager toutes ces personnes-là? Ça peut être l'obligation, ça peut être la réglementation, ça peut être peut-être l'incitation, la pédagogie peut-être. Je pense par exemple à un exemple très simple. Lorsque cet hiver, on nous a dit ça risque d'être tendu au niveau des ressources énergétiques pour plein de raisons, il y a une application qui est sortie par RTE et Enedis qui était EcoWatt, qui en gros permettait d'un point de vue alors instantané, mais collectif, de chacun avoir dans la main le fait de se dire tiens, collectivement, là, on est en train de tirer sur les centrales, ça va peut-être un peu compliqué parce qu'on va passer dans le rouge. Mais Typiquement ça, ce genre de Mais choses-là. c'est de Tu as l'éducation raison. et c'est une utilisation du système d'information, puisque là, en fait, Oui. on utilise la Oui, mais on rend technologie. visible quelque chose qui est Oui, mais invisible alors, là, à ce Oui, moment-là. tu et as en raison. expliquant pourquoi c'est important. Et moi, c'est un bingo. Enfin, je trouve que c'est super Oui, mais intéressant. je pense que ce qui a marché là, c'est que on était tellement au pied du mur, tellement, c'est-à-dire que ça pouvait être demain matin, chaque jour, ça pouvait être demain matin, que là, on s'est dit, il faut se bouger. Mais on est au pied Et- du mur aujourd'hui Oui, avec je suis bien l'environnement. d'accord, mais c'est comme le temps politique. L'échelle du temps politique, on est malgré tout sur une échelle de temps où la majorité des objectifs, on nous parle de 2025, même de 2030. 2030, c'est pour plein de gens, c'est dans des millions d'années.
c'est pas le même sentiment de demain. Donc bien sûr que en fait on est au pied du mur, on est peut-être même déjà un peu un pied dans le précipice aussi, euh, mais je pense qu'on a une capacité de réaction que quand c'est un côté malheureusement beaucoup plus imminent pour nous faire bouger. Mais j'y vois presque un bon côté, c'est un peu paradoxal, mais avec les problèmes climatiques qu'on a eu l'été dernier et l'été d'avant, où on s'est rendu compte, ah oui, quand même, le climat, ça va C'est pas pour de vrai. du tout, quoi. Non, mais la forêt des Landes qui brûle, la sécheresse et des feux de forêt en Bretagne. Non, mais quand je veux dire, la phrase, elle est incroyable, quand même, sérieux. Mm. Des sécheresses et feux de forêt en Bretagne, c'est un truc, et à un moment, ça aurait été un gag, c'était un titre du Gorafi, quoi. Eh ben non, c'est une réalité de l'été 2022. Donc, je pense que les gens sont de plus en plus conscients de ça. Ils sont aussi demandeurs de formation, de pédagogie, etc., hein. Par exemple, beaucoup de gens, on le voit, l'adoption de la fresque du climat, qui est un atelier pédagogique, c'est génial. Il y a d'autres trucs, genre deutonne.org, qui apprennent à comment on pourrait faire pour atteindre le niveau des 2 tonnes de CO2. Tout ça, ça se développe vachement et c'est vachement bien. Est-ce qu'il y a aussi sur les questions, on parlait tout à l'heure de serveurs, de codage, est-ce qu'il y a aussi peut-être une action à avoir par rapport à cette notion de Green IT, en gros, peut-être mieux coder, revoir des choses pour que ce soit plus efficient, Oui, consommation. l'optimisation, Clairement, c'est l'éco-conception. l'éco-conception. C'est Mhm. effectivement, c'est un Et ça sujet. aussi, ça peut être une réponse. C'est une des composantes clairement de la réponse, c'est d'arrêter de raisonner à ressources illimitées et se dire est-ce qu'on peut pas faire plus efficace, Plus sobre. donc voilà, plus sobre globalement. Et globalement, quand on développe un nouveau produit, une nouvelle version, revisiter les fonctionnalités, se dire non mais en fait ça, franchement, on n'en a pas besoin. Pourquoi est-ce que je demande un iPhone 14 avec une connexion 5G à mon client pour qu'il vérifie sa consommation, alors que je pourrais lui envoyer un texto? Voilà le genre de choses qu'on pourrait imaginer. Dernière question avant de passer à la conclusion de cette émission. En tant qu'entreprise, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous leur diriez? Un responsable informatique ou on va dire un dirigeant d'entreprise, pour le dire, voilà, votre fiche de route technique, simple, concrète, pour avoir une transition numérique que vous avez commencé à faire, une transformation numérique qui soit peut-être la plus vertueuse possible. Vous commencez par quoi? Moi, je dis faites votre bilan carbone. C'est un premier truc. Voyez où sont les problèmes sur les 3 scopes, scope 1, 2 et 3, c'est-à-dire ce que vous produisez comme gaz à effet de serre, ce que vous produisez en utilisant de l'énergie, mais aussi ce que vous poussez auprès de vos clients qui consomment à leur tour de l'énergie. Ça, c'est absolument essentiel pour avoir une vue du problème. Il y a aussi toute une mise en contexte. Moi, je dis, faites un atelier fresque du climat, un atelier fresque du numérique et un atelier d'automne. Et le tout, là, ça se fait en une journée et demie, hein, donc c'est pas monstrueux. Faites ça en interne, déployez ça au plus haut niveau de la direction de l'entreprise. Parce que là, on est tous dans un schéma mental où on se dit qu'il faut pédaler le plus vite possible, mais qu'en fait, on va droit vers le mur. Là, il est temps de découvrir non pas les vertus du pédalier qui nous font accélérer, mais plutôt celles du guidon qui va nous permettre de tourner. Parce que là, on ne peut pas continuer à aller comme avant. Non, mais je suis d'accord qu'effectivement, le sujet, c'est de bien connaître la totalité de ces impacts, d'où effectivement le bilan carbone, pour pas se focaliser juste sur un sujet et juste mettre le petit panneau au-dessus de l'imprimante en disant c'est pas bien imprimé, mais voilà, voir la totalité de la chaîne. Et une fois qu'on voit ça, bah, du coup, on a tous les items sur lesquels on va pouvoir agir individuellement sur chacun d'eux. Et là, on va pouvoir dérouler un plan d'action, comme Tristan l'a dit, effectivement, qui ne pourra fonctionner que s'il vient de la direction générale, qui vient de tout en haut, globalement, on dit OK, c'est un axe stratégique sur lequel on va investir et accessoirement qui va possiblement coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent. Voilà, si on le fait en disant grâce à ça, on va apparaître plus vertueux, voilà, bah, c'est du greenwashing. Donc, faut admettre que ça va coûter de l'argent et que derrière, on va faire des actions qui vont être concrètes et pas forcément visibles
pour les autres. Et si on- Oui, mais ça, peut-être ça va coûter de l'argent, mais je pense que c'est bon pour le business de sauver la planète parce que si tu veux, c'est plus compliqué d'avoir des clients sur une planète qui flambe. Donc, C'est vrai, mais c'est une question d'échelle de temps toujours. oui, voilà. C'est le CA de mon quarter versus Oui, non, le PIB de la Terre dans 5 ans. Exactement. C'est un problème, mais je pense aussi qu'on est des individus. C'est-à-dire que, enfin, moi, je suis une personne et je suis pas simplement un salarié. J'ai quand même 2 casquettes. Le soir, après mes 8 heures de boulot, je rentre chez moi et je suis une personne qui a des enfants et qui veut laisser un avenir à ses enfants. Donc, il faut savoir concilier les deux, ce qui est pas facile. Alors, et c'est vrai que si je peux dire juste une bonne nouvelle pour ça, c'est qu'effectivement, la jeune génération qui est plus impliquée, quand elle arrive dans les entreprises, aujourd'hui, elle se fait plus avoir par des messages de greenwashing. Ils veulent vraiment faire bouger les choses. Et donc, eux, ils contribuent à être le moteur pour que l'entreprise se développe dans ce sens-là. Et là où ça va pour être positif pour l'entreprise, c'est qu'en termes de recrutement, une entreprise aura plus de difficultés si elle fait du greenwashing que de proposer des vraies valeurs. Et nous, on voit aujourd'hui des gens arriver sur le marché du travail qui sont prêts à mettre en avant leurs valeurs versus un bon salaire. Très brièvement, si on prend un peu de hauteur, tout acteur confondu cette fois-ci, pas seulement les entreprises, mais en général, ce serait quoi les 2-3 décisions que vous pensez être impératives à prendre immédiatement pour qu'on y arrive et que ça marche? Et ce donc, quels que soient les acteurs à impliquer. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de pouvoir acheter une caméra Wi-Fi à 50 € d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on soit impacté par le coût de sa fabrication. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut que l'accès soit plus difficile. Donc peut-être que ça passe par une taxation si on n'est pas capable de se raisonner soi-même, par une taxation des impacts carbone sur la phase de fabrication. Probablement aussi qu'il faut obliger les éditeurs à une durée de vie du logiciel largement supérieure à ce qu'on évoque aujourd'hui, quand on parle de 1, 2, 3 ans, et quand en plus on pense, je dis aujourd'hui c'est à peu près ça, les cycles de vie c'est 3 ans, mais comme en plus la version 1.0 du truc elle est buggée, de toute façon il faut attendre 1 an, et pour les grosses entreprises, le temps qu'ils déploient tout, de toute façon il faut déjà passer à la version d'après. Donc les obliger à dépasser sur des durées qui n'existaient pas avant dans l'informatique, des 10 ans, des trucs comme ça. Moi, je parlais tout à l'heure d'un client qui a un Microvax, un truc qui a 40 ans, qui marche encore. Donc c'est possible, on sait le faire. Le silicium, ça ne vieillit pas, hein, ça s'use très très peu quand on s'en sert. Les batteries, éventuellement, oui, mais sinon, non. Tristan Nitto, une chose à ajouter à ces propositions de Tristan Labaume? Moi, je vais répondre à côté exprès. Parce que moi, je répondrais plutôt, c'est si j'avais une baguette magique, j'arrêterais la loi de Moore, en fait. Voilà, c'est blasphématoire hein, dans le numérique de dire une horreur pareille, parce que c'est ce qui fait tourner à fond les ballons nos industries du matériel et du logiciel. Mais fondamentalement, si on veut être compatible avec l'avenir de la planète, il faudrait juste qu'en arrêtant la loi de Moore, en arrêtant ce progrès effréné, qu'on se retrouve dans une situation stable où on se dise « Ah mais oui !» Mais faire durer un ordinateur 20 ans, c'est pas sale, c'est pas incongru, c'est juste du bon sens. Et c'est du bon sens parce que dans 20 ans, il va continuer à tourner, il va fonctionner et je serais content que l'énergie et donc le CO2 généré pour le fabriquer, il est amorti sur 20 ans au lieu d'être amorti sur 3 ans. Et ça, ça va changer tout et on sera enfin dans un scénario de sobriété qui est malheureusement, parce que le climat nous l'impose, la seule façon de donner un avenir à la civilisation. Tristan Labaume et Tristan Nitto, pour finir, une recommandation que vous auriez à faire de lecture, de film à voir, de quelque chose à écouter pour aller plus loin, pour continuer à réfléchir. Écoutez, nous, il se trouve qu'à l'Alliance Genneti, aujourd'hui, on publie un livre blanc sur le data center pour maîtriser et optimiser ses impacts environnementaux. Donc, je ne peux que vous inciter à lire ce livre. Donc, on va sur le site internet. Voilà, alors, il ne sera peut-être pas disponible aujourd'hui, mais c'est ou demain, voilà, on va dire dans les jours qui suivent. Mais il sera accessible gracieusement, comme un autre qui s'appelle Le Cloud Est-il Green. Voilà, d'autres livres blancs qui ont justement pour vocation à éduquer, à donner un regard éclairé par des acteurs qui sont neutres par définition, parce qu'on est une association, le 1901, qui n'a rien à vendre, donc on a juste vocation à promouvoir des bonnes pratiques pour améliorer l'environnement.
Alors moi, en fait, j'avais plein d'idées, mais je vais essayer de faire super court. Donc je fais un podcast qui s'appelle l'Octet Vert, donc vous cherchez l'Octet Vert. C'est non commercial, aussi, sans garantie, sans publicité. Et là, plus professionnel et plus prospectif, il y a un groupe de travail qui s'appelle Frugarilla. Vous allez sur frugarilla.fr et ils commencent une série de podcasts sur imaginer les numériques essentiels. Donc, ouais, dans une logique de sobriété, c'est si on avait moins, qu'est-ce qu'on voudrait garder en 2030. Donc avec une approche très, très prospective, super intéressante. Donc Et puis, frugarilla.fr. Et un ouais, ben, livre. si j'ai le temps, ben, je Mais peux oui, absolument. Là, je vais faire mon Bernard Pivot. greenIT.fr. Green IT tout court, pardon, mais fait paru chez ENI, avec Marjorie Guillot, Raphaël Lemaire et Sylvain Réveraud, que j'ai eu le bonheur de préfacer parce que c'est un très bon bouquin, un peu une somme, hein, mais c'est bien fait. Et puis voilà, ça c'est plus pour les gens qui préfèrent l'écrit à l'audio. Alors, je conclurai cette émission par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Chacun est responsable de tous, chacun est seul responsable, et chacun est seul responsable de tous. Tristan Labaume, Tristan Nitto, merci à vous de vos réflexions, du temps que vous nous avez consacré aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre et essayer de mieux agir aujourd'hui et demain. Et puis à très vite pour un prochain épisode de Café Cloud 2030.